Bonjour, vous êtes avec Andromeda pour la suite de la série consacrée à l'amour. Dans le premier épisode, nous avions analysé ensemble la force, l'importance de nos instants, mais aussi les différents travers qui pouvaient être liés à ces instants et les conséquences de ces travers dans notre couple et donc dans notre histoire d'amour. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à le faire afin de suivre cette série dès le début. Dans cette deuxième vidéo, je vous ai promis que nous allions nous pencher sur la réponse à la question « Est-ce que nous avons besoin d'une relation d'amour et d'une relation durable ?» Est-ce que peut-être notre monde a changé, et il a beaucoup changé, de façon à nous inciter réellement à cheminer seul, de vivre une vie globalement solitaire qui pourrait être tout simplement agrémentée par les différentes rencontres, par les histoires de cœur, mais par plutôt un enchaînement de différentes histoires où chaque partenaire nous apporterait quelque chose de bien et très peu du mauvais. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement rester globalement seul et profiter, on va dire, des bénéfices d'une relation en essayant de se débarrasser de tout ce qu'il y a de négatif, ce qui vient souvent avec une relation durable? La réponse à cette question est à la fois très compliquée, mais le symbolisme astrologique et les connaissances du développement personnel rendent la réponse très simple. Nous allons voir comment. Déjà, quand on réfléchit, qui c'est qui se pose cette question? Je pense que la plupart des personnes qui se posent la question « est-ce que je devrais finalement quand même vivre seule ou avec des relations assez, on va dire, faciles sans trop rentrer dedans ?» Ce sont des personnes qui auraient déjà vécu une ou plusieurs histoires d'amour assez décevantes, peut-être émotionnellement très intenses, qui leur a pris quelque chose, des forces, de l'énergie, peut-être des choses matérielles et qui a pu apporter de la souffrance, des blessures et en tout cas une période peut-être assez difficile qu'on a envie d'oublier. Il peut s'agir aussi des personnes qui peinent tout simplement à trouver leur âme sœur, qui n'arrivent pas à faire une rencontre pour vivre ne serait-ce que le début de la relation, qui n'arrivent pas à tomber sur la personne qui pourrait correspondre à leur idéal de l'amour et qui se posent légitimement la question, est-ce que mon chemin ne serait pas tout simplement à rester seul et ne pas m'essayer à l'amour, on va dire. Si on regroupait l'ensemble de ces personnes, j'aimerais les appeler un peu les naufragés de l'amour. Quand il y a deux personnes qui se divorcent, on dit qu'il y a un bateau de l'amour qui coule. Et les personnes divorcées sont en quelque sorte les naufragés de l'amour. La métaphore des naufragés de l'amour, elle est intéressante à plusieurs points de vue. Je pense qu'en fait, elle contient un sens psychologique assez profond et finalement qui nous donne déjà plusieurs éléments de réponse à notre question. Lesquels? Si vous imaginez en réalité sur un bateau qui coule et voilà, vous vous retrouvez en dehors du bord, vous vous retrouvez en pleine mer. Posez-vous la question, quelle serait votre réaction première, votre réaction spontanée dans cette situation? Est-ce que vous allez vous dire, super, je suis en pleine mer, il y a tout océan devant moi, je peux aller où je veux, quand je veux, de la façon que je veux, parfois avec qui je veux, c'est une aventure? Ou est-ce que vous allez plutôt en panique regarder autour de vous pour essayer au plus vite d'identifier la personne avec laquelle vous pourrez faire équipe, qui pourrait être une ressource pour vous, qui pourrait tout simplement vous aider à survivre, sur laquelle vous pourrez compter, qui pourrait vous faire compagnie, avec laquelle vous pourrez associer pour essayer de survivre dans cette mer pleine de dangers et pleine d'incertitudes. Évidemment, la mer, ici, dans cette métaphore, représente la vie. Alors, si vous avez répondu par la première option, je pense que vous faites réellement partie de la minorité. Si en revanche vous avez répondu par la deuxième option, vous avez déjà votre premier élément de réponse. Quand on se pose la question, on s'imagine dans une situation de survie, en fait, notre esprit nous donne des réponses plus justes et plus pertinentes pour nous parce qu'ils ne sont pas en quelque sorte gâchés par notre réflexion intellectuelle poussée. Et vous avez déjà un premier élément de réponse quant à la relation. Dans la vie qui est plein de dangers, qui est plein d'incertitudes, bien qu'elle a aussi plein de positifs à nous apporter, nous sentons, et c'est notre instinct de survie qui nous dit que nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de faire équipe et en fait, au fond des choses, nous avons besoin de plus d'énergie, nous avons besoin de l'énergie de l'autre. Pourquoi j'insiste sur le mot de l'énergie? Vous allez voir que quand on creuse le symbolisme astrologique, nous arrivons aussi à la même essence qui est l'énergie et c'est qui est en fait une essence
du couple. Pour comprendre ceci, revenons au début du zodiaque. Vous le savez déjà, il commence par le signe de Bélier et par la planète Mars, et donc il commence par l'énergie. Et nous avons vu que le signe de Bélier, pardon, je crois que j'ai dit Balance, le signe de Bélier représente notre venue au monde, notre naissance. Imaginons que notre voyage autour du zodiaque, nous le faisons en voiture, que nous le faisons en voiture de location. Et au départ, dans le signe de Bélier, nous avons un réservoir plein. Nous ignorons tout de la source de cette énergie, mais nous sommes pleins d'énergie pour notre voyage. Au fur et à mesure de nos différentes expériences, nous allons dépenser de l'énergie. Nous allons dépenser de l'essence. Et déjà, ne serait-ce que pour assurer notre survie, nous allons dépenser de l'énergie. Quand on a faim, par exemple, on est poussé par l'instinct de manger, nous allons identifier ce que nous voulons manger, nous allons entreprendre des actions pour aller chercher ou cuisiner ce que nous devons manger. Et dans le signe de Cancer, justement, arrive la satisfaction parce que notre besoin a été assouvi, en quelque sorte. Et donc, nous mangeons dans le signe de Cancer. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'énergie dans le signe de Cancer? Ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je pense que parmi les abonnés il y en a, dans le signe de Cancer, la planète Mars se trouve en chute et cela traduit justement une certaine perte d'énergie. Il y a des milliers d'années, les hommes préhistoriques, ils étaient principalement occupés à assurer leur survie. Et ils avaient dépensé quasiment l'intégralité de leur énergie pour justement aller chercher à manger et manger tout simplement. Et ainsi de suite pour d'autres besoins. Aujourd'hui, l'évolution de l'humanité nous permet de minimiser les pertes d'énergie dans cette première zone afin de passer plus rapidement dans la deuxième zone, et on a vu dans laquelle se trouve la conscience. Et donc à développer davantage la conscience, de se poser plus de questions, d'évoluer, d'être plus créatif et de continuer notre voyage dans la route du zodiaque. Nous avons regardé aussi que dans la route du zodiaque, il y a plusieurs éléments de crise, plusieurs situations, moments de crise. Et le signe de Bélier en était le premier, qui était la crise associée à notre naissance. Je vous avais dit, je crois, dans la première vidéo, que le deuxième moment de crise se trouvait dans le début du signe de Cancer. Pourquoi est-ce que c'est un moment de crise? Nous avons vu que dans le signe de Cancer, pour compenser nos pertes d'énergie, nous faisons un petit refil. Nous gagnons un peu d'énergie. Nous mangeons, nous dormons, nous nous reposons. Mais ce petit refil, il n'est pas gratuit. Dans le signe de Cancer, à part ce que je viens de nommer, il y a aussi l'idée de notre famille et de notre foyer. Et c'est justement notre famille qui s'occupe de nous et qui nous donne à manger, qui s'occupe en fait de satisfaire tous nos besoins quand on est petit. Mais cet échange n'est pas gratuit. Nous ne regagnons pas un peu d'énergie de façon gratuite. Quel prix on paie? En fait, on paie le prix en quelque sorte d'évolution et d'adaptation. Dans la famille, nous sommes mis devant une quelque sorte obligation, devant une contrainte de corriger quelque chose à propos de notre comportement. Nous disons que les enfants sont égoïstes parce que les enfants sont poussés par l'énergie de Bélier qui est en fait très individualiste. C'est une énergie qui provient de nous, qu'on n'analyse pas et qui va chercher tout simplement à se canaliser quelque part. Et la famille, c'est une première, on va dire, une première chose, ce sont des premières circonstances qui vont nous aider à canaliser notre énergie de façon constructive. C'est pour cela que je disais que le rôle des parents est extrêmement important pour un enfant, pour le préparer à vivre une histoire d'amour durable, équilibrée et heureuse. Pourquoi? Tout simplement, dans la famille, l'enfant va apprendre pour la première fois les schémas, il va intégrer les idées qui lui permettent de composer avec l'autre. Et tout dépend de la façon dont on a en quelque sorte été éduqué, de la famille dans laquelle on a évolué. Si notre famille nous a aidés à comprendre qu'il était important de compter avec l'autre, qu'il était important de prendre en compte les idées de l'autre, qu'il était important de dialoguer avec l'autre, de tenir compte des envies de l'autre, et qu'il nous a aidés aussi à essayer de faire tout ceci tout en préservant notre propre individualité.
les parents qui aident l'enfant à explorer sa personnalité, à faire grandir sa personnalité, à lui inculquer les valeurs auxquelles il pourra se référer par la suite. Mais il s'agit plutôt ici d'un cas assez équilibré. Il sera beaucoup plus simple pour une telle personne de construire une relation durable. Si en revanche notre famille était un peu opprimante, si nous avons développé un mécanisme d'adaptation qui consistait à sacrifier nos propres intérêts, nos propres envies. Parce que bon, l'enfant, il n'a pas encore vraiment beaucoup de valeur. Mais en fait, tout ce qui nous était cher, tout ce qu'on avait envie d'exprimer, on évitait de l'exprimer par peur de critique. C'est un modèle et un chemin qu'on va très probablement reproduire ensuite dans notre couple. Nous allons peut-être jouer le rôle de victime et nous sacrifier à notre détriment et au profit de notre partenaire. Il sera difficile de vivre une histoire d'amour heureuse dans ces conditions-là. De l'autre côté, si notre famille nous a donné toute la liberté de continuer notre élan individualiste et pour le coup un peu égoïste, qu'elle ne nous a pas appris justement des limites à cette individualité qui commence par les droits et l'existence des autres autour de nous, qui ne nous a pas appris à trouver le bon équilibre et bonne entente avec d'autres personnes, il sera aussi difficile pour cette personne d'avoir une relation équilibrée par la suite parce que naturellement elle va reproduire ce comportement un peu individualiste et il va vouloir imposer sa vision des choses. Il va être très peu ouvert à toute critique, très peu ouvert à toute idée de changement ou de correction de son comportement. C'est pour cela que la famille et les parents ont un rôle important à jouer pour l'enfant, pour ensuite l'aider à construire une relation heureuse. Et c'est ça donc l'échange qu'on fait pour gagner un peu d'énergie. Nous acceptons, et pour les enfants c'est difficile aussi, nous acceptons à partager, nous acceptons à peut-être sacrifier un petit peu. Sacrifier, ce n'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas apprendre le bon équilibre entre ce que nous représentons, entre ce que nous voulons et l'autre. Nous apprenons un peu la paix avec l'autre. On continue ensuite notre voyage dans la roue du zodiaque. Nous arrivons dans le signe de Balance. Et nous avons vu que la relation d'amour se situe justement dans le signe de Balance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie dans le signe de Balance? La planète Mars se trouve en exil dans le signe de Balance. Et en fait, ça symbolise le bac vide. C'est-à-dire qu'on aura dépensé à ce stade-là l'intégralité de notre énergie propre. On a pu accomplir tout ce qu'on a pu accomplir seul. Et pour continuer notre évolution, pour continuer notre voyage en quelque sorte, nous avons besoin de refaire le plein. Et cette fois-ci, refaire le plein, il ne s'agirait pas de le faire avec l'aide de notre famille, mais il s'agirait plutôt d'accéder à une station d'essence qui représente en quelque sorte l'énergie collective. L'énergie de plusieurs personnes, de 2 minimum, voire plus. Et cette station d'essence, elle se trouve dans le signe de Scorpion, qui représente l'énergie collective. Mais voilà que le signe de Scorpion, il se trouve après le signe de Balance. Et pour accéder à la station d'essence, nous sommes invités à trouver le bon équilibre dans notre relation. Et si vous avez regardé ma vidéo sur la solitude, vous savez que chaque signe en astrologie, chaque symbole en astrologie connaît une opposition. Et une opposition est une condition indispensable à l'existence de l'autre élément en face. Il est très naturel au départ de tirer les deux éléments à part. Et c'est pour cela que quand nous rentrons dans le couple, chacun tire un peu la couette sur soi. Nous pensons dès les premiers différends que nous avons raison, que nous voulons imposer notre façon, notre vision, etc. Nous insistons sur notre jeu, sur notre propre énergie au détriment de nous, au détriment de la relation et souvent au détriment de l'autre qui se trouve en face. De l'autre côté, progressivement, et beaucoup grâce au dialogue, parce que le signe de Balance est un signe d'air, nous retrouvons un équilibre. En tout cas, nous sommes invités à trouver un équilibre dans le couple. Et ceci est très, très difficile. La question de l'énergie est une question importante et en fait une question qui se trouve au cœur de la relation. Si vous regardez un peu les mariages royaux tels qu'ils étaient pratiqués avant, tout était question d'accéder à plus d'énergie. On mariait des enfants pour accéder à plus de territoire, pour donc accéder à plus de pouvoir, à plus d'influence.
Si vous regardez aussi les mariages tout simplement traditionnels tels qu'ils étaient pratiqués et qui sont encore pratiqués dans plusieurs pays, voire en France aussi, où le mari était vu comme une source de revenus et qui était en fait celui qui gagnait l'argent pour la famille alors que la femme elle s'occupait de la maison, des enfants, du foyer. Il s'agit ici aussi de l'association des énergies de deux personnes pour arriver ensemble à gagner en énergie pour pouvoir construire quelque chose de plus fort qu'on ne pouvait pas construire seul. Aujourd'hui, l'indépendance matérielle de chacun, à mon avis, justement, rend l'idée du mariage compliquée. Et en fait, elle se trouve à la source, en quelque sorte, de cette question, est-ce que j'ai besoin de l'autre? Parce que de façon matérielle, nous sommes devenus très indépendants, très libres, on peut tout faire tout seul, surtout dans, on va dire, le milieu urbain. Mais de l'autre côté, je pense que nous passons de la lecture du signe de balance purement matériel et matérialiste à une lecture plus fine, psychologique. Cette indépendance et autosuffisance, en quelque sorte matérielle, nous perturbe. En fait, elle déstabilise et on ne comprend pas est-ce qu'on a besoin de l'autre. C'est pour ça que la question, elle arrive. Mais au fond de nous, on sait très bien qu'on a besoin de l'autre parce que ça fait partie, quelque sorte, de notre programme de survie. Et nous passons à une lecture plus psychologique et nous sentons que de toute façon, nous avons besoin de l'autre pour nous sentir aussi épaulés, pour nous sentir compris, pour nous sentir aidés parfois, psychologiquement, pas que matériellement, pour nous sentir acceptés, pour nous sentir aimés. Et tout ça, c'est le signe de balance et tout ça, ça représente aussi l'énergie de l'autre dont nous avons besoin. Quand vous réfléchissez même juste à l'acte d'amour, il s'agit d'un échange d'énergie. L'énergie de deux personnes peut créer un enfant. L'énergie de deux personnes peut créer beaucoup plus que l'énergie d'une seule personne. Et si vous étiez en train de vous poser la question si l'amour était question de physique, de chimie, de l'alchimie, ben en fait l'amour c'est une question d'énergie. Les philosophies qui sont liées au développement personnel ne contredisent en aucun cas cette idée. Et nous savons que toutes ces philosophies, en quelque sorte, ils ne parlent de deux choses principalement. Elles ne parlent de l'énergie, ils ne parlent de l'amour. Mais en réalité, c'est le même phénomène. L'énergie et l'amour et l'énergie. Et l'énergie est une condition première de notre vie. C'est un élément de réponse astrologique que finalement j'ai essayé de résumer un petit peu de façon la plus simple. Mais si vous recherchez un élément de réponse plus psychologique, vous pouvez tout simplement fermer les yeux, vous détendre, retrouver un état de sérénité et de neutralité et vous poser la question. Est-ce que vous avez envie d'être aimé? Plus que besoin. Est-ce que vous avez envie d'être aimé par quelqu'un? Et là, je pense que l'unanimité de personnes va répondre oui. Parce que si vous répondez non, c'est un peu bizarre. Mais bon, peut-être il y en a. La quête de l'amour est une quête principale de notre existence. Tout ce que nous faisons est d'une façon ou d'une autre, au fond de nous, est motivé par la recherche de l'amour, qu'après on peut décliner en recherche de reconnaissance, d'estime, de valorisation, etc. Mais c'est une quête d'amour. Et nous avons besoin de cet amour parce que nous savons que l'amour, c'est l'énergie et nous avons besoin d'énergie pour exister. L'ensemble de ces éléments nous amène donc à une conclusion et une réponse à notre question. Oui, nous avons besoin d'amour pour vivre, pour survivre et pour être heureux dans la vie. Il y a évidemment beaucoup de difficultés dans le signe de balance. Et le passage, l'accès à la station de service n'est pas libre. Et il nous revient en fait de comprendre que faut-il faire, comment faut-il nous y prendre pour arriver à la station d'essence de façon la plus simple à un bon prix, on va dire. Pourquoi la relation est si compliquée? Pourquoi est-il aussi difficile d'arriver à un équilibre dans la relation, à faire durer la relation? Dans le prochain épisode, je vous propose d'analyser tout ceci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme la dernière fois, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager. Je serai heureuse de lire tous vos commentaires et peut-être toutes vos questions, si jamais il y en a, auxquelles je pourrai répondre dans la prochaine vidéo aussi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup d'amour, de paix et d'équilibre. Au revoir.